Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 95 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, c'est encore une rediffusion d'un live que j'ai fait sur Instagram où on va parler des blocages psychologiques et de perte de poids parce que je sais que c'est un sujet que vous adorez. Et pour rappel, il y a 3 places à prendre en individuel avec moi. Si vous le souhaitez, je vous mets toutes les infos directement dans la description et je vous laisse avec le live pour plus d'informations. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va aborder mon sujet préféré, qui sont les blocages psychologiques inconscients à la perte de poids. On le sait aujourd'hui, l'alimentation et l'activité physique, ce sont deux choses sur lesquelles on est assez sensibilisé quand on a envie de maigrir. Le problème, c'est que on oublie un paramètre important, c'est la psychologie. C'est que en fait, on n'est pas juste qu'une conscience, on a aussi un inconscient. Et il y a plein de choses finalement qui nous échappent. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, cette partie qui nous échappe, dont on n'a pas conscience. Et comment est-ce qu'on peut réussir à repérer finalement les blocages qu'on peut avoir et comment les dépasser. Notre inconscient, c'est un peu comme une immense bibliothèque qui a tout stocké. Il a stocké nos souvenirs, nos émotions, nos expériences depuis qu'on est venu au monde et je dirais même depuis notre vie intra-utérine et même pourquoi pas depuis nos vies antérieures pour ceux qui y croient. Donc vraiment tout est stocké, on peut tout retrouver là-bas. C'est juste que retenir tout, et d'avoir tout à la conscience, ça nous ferait vriller complètement. Donc du coup tout est stocké et puis il y a des choses qui sont passées dans l'inconscient, voilà, c'est l'inconscient qui va gérer ça. Puis l'inconscient il représente plutôt 95 de notre être. Donc il y a beaucoup de choses, qui sont inconscientes. L'idée, c'est que, en fait il y a plein de raisons qui pourraient vous empêcher de maigrir, plein de raisons conscientes, mais plein de raisons inconscientes aussi. Et j'ai pas envie de m'attarder sur les raisons conscientes parce que tout ce qui va être l'équilibre alimentaire, les sensations, les émotions, etc. C'est des choses que vous pouvez voir déjà à peu près partout, c'est des choses que j'ai déjà abordées, et puis je voulais vraiment me concentrer sur quelque chose que l'on voit peu sur les réseaux et ailleurs, vraiment sur cette part finalement de nous qui n'a peut-être pas envie de maigrir, et j'entends cette part inconsciente. On a en nous, encore une fois, une partie consciente et une partie inconsciente, et en réalité, il y a autant de raisons de prendre du poids que d'individus sur Terre. Bon, si on faisait toutes les raisons, déjà, ce serait impossible, mais pour rendre ce live un peu digeste, j'avais envie de mettre l'attention, le focus ce soir sur les 4 blocages qui reviennent le plus souvent. Les 4 blocages inconscients à la perte de poids que j'ai souvent rencontrés, en tout cas dans ma pratique avec mes patients, au cabinet et même avec les membres de l'académie Mincir Autrement. Le premier blocage, ça va vraiment être les chocs émotionnels. Je vais englober tout ça sous la formulation les chocs émotionnels. Ce que j'entends par là, c'est des événements comme la perte d'un être cher, ça peut être soit un décès, mais ça peut aussi être une rupture. On a vraiment une phase de deuil là qui s'enclenche. Mais ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un licenciement, un changement de job, une reconversion, un burn-out, un départ à la retraite, un harcèlement, des moqueries, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, un choc émotionnel, c'est pas nécessairement défini par la gravité de la situation. Vous voyez, on pourrait se dire qu'effectivement, un décès ou un accident, c'est un choc émotionnel. Pour autant, c'est pas l'événement qui va être qualifié de choc émotionnel, mais c'est la façon dont les personnes vont le percevoir. C'est encore une fois la perception qu'on va avoir des choses. C'est pour ça que c'est extrêmement subjectif et que deux personnes qui ont perdu, par exemple, leur sœur, ne vont pas nécessairement prendre du poids, ne vont pas nécessairement développer les mêmes choses, les mêmes conséquences suite à cet événement parce que on est tous différents en fonction de notre bagage émotionnel, en fonction de nos ressources internes, etc., etc. Donc en fait, un choc émotionnel, ça peut aussi être quelque chose qui est d'apparence complètement anodine. Par exemple, votre meilleur ami qui au CP, un jour, vous a dit à la récré, ben non, je vais pas jouer avec toi, t'es moche. Ouais, vous aviez peut-être 4 ans, mais par contre, vous l'avez pas oublié ce truc.
Et aujourd'hui, il y a cette blessure de rejet qui s'est formée et qui vous accompagne toujours dans votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Ça peut être un choc émotionnel parce que c'est vraiment l'origine d'une blessure qui a été créée, l'origine d'un traumatisme, c'est vraiment quelque chose qui a été marqué, ce serait un peu comme un tatouage finalement sur le corps où on se dit ok, ça c'est resté, ça c'est indélébile. C'est là-dessus en fait qu'on va bosser parce que du coup, peut-être que ça a eu une incidence bien plus grande que ce que vous pensiez. Et peut-être qu'à partir de là, vous n'avez pas forcément pris du poids à cet instant-là, mais c'est venu, je sais pas, à l'adolescence, quand vous avez été largué par votre petite amie. C'est venu réactiver cette blessure-là. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on peut vivre à un instant T, mais la prise de poids, elle va peut-être être liée à ça, mais elle va pas forcément se déclencher tout de suite. Ça peut se déclencher des mois, des années après, un peu en réaction, quand il y a une nouvelle situation qui se présente et qui vient raviver ce trauma, qui vient réouvrir la plaie, déjà de base. Et il faut savoir que notre inconscient il met en place des comportements dans le seul et unique but de nous protéger. Le problème, c'est que parfois le seul et unique but pour nous protéger, que l'inconscient a trouvé, c'est de nous faire prendre du poids. C'est kilos en trop parce que ça va former comme une espèce de carapace de protection. On met de la distance entre soi et les autres, entre soi et le monde. Et c'est pas nécessairement une question de je grignote, je mange mes émotions ou je ressens pas mes sensations alimentaires. Ça peut, mais parfois, y a rien de tout ça. Et c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et quand je dis c'est vraiment dans la tête que ça se passe, ça veut pas dire que on devient fou, hein, pas du tout. Au contraire. C'est juste qu'il y a tout un tas. C'est comme s'il y avait un autre monde finalement, où les choses elles se passaient complètement différemment. Notre inconscient il peut faire des associations complètement loufoques, mais c'est comme si en fait, faut pas oublier que notre inconscient c'est comme un enfant de 7 ans, ou de 5 ans, je sais plus, bref, c'est un petit enfant. Il n'a pas la compréhension du monde. Il n'a pas toutes les ressources nécessaires pour faire face à ce qui lui arrive. Donc il fait avec ce qu'il a. Si il a peur du monstre sous le lit, il va tout faire pour éviter de passer devant le lit ou en tout cas de rester bien au-dessus. Avec notre regard d'adulte, on sait bien qu'il n'y a pas de monstre sous le lit. Pour autant, notre inconscient, lui, il ne le sait pas. Donc on a besoin de retrouver cette sécurité intérieure, on a besoin de lui montrer, comme avec un enfant, d'aller regarder sous le lit et puis de lui montrer, tu vois, il n'y a pas de monstre. Ou peut-être ce que tu as pris pour un monstre, c'était les ombres de la lumière et de l'arbre qui bouge avec le vent. Vous voyez un petit peu l'idée? En fait, c'est de remonter vraiment votre histoire, de se replonger un peu dans ces événements qui ont été marquants, et puis d'aller réécrire l'histoire. Quand je dis réécrire l'histoire, ça ne veut pas dire changer ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, on peut y apporter une interprétation nouvelle. On peut aller revisiter ce qui s'est passé en visualisant, en imaginant, comme avec l'hypnose par exemple, on peut remonter le temps pour aller à nouveau dans cette scène-là et puis apporter à cet enfant qu'on a été, parce qu'il nous a manqué sur le moment pour réussir à faire face à cette situation. Ça peut être simplement un adulte qui vient nous prendre dans nos bras pour nous consoler. Ça peut être simplement une parole pour venir apaiser toutes ces émotions. Il y aurait plein de choses. Et ça, c'est vraiment très personnel encore, et une fois, et subjectif. Si je vous raconte tout ça, c'est que parfois, il suffit d'un événement de vie pour que ça vienne chambouler absolument toute notre vie. Et là, je me souviens d'une patiente que j'ai eue qui était retraitée et qui avait pris pour habitude de grignoter le soir devant la télé. Ça lui était jamais arrivé de sa vie. Et là, depuis quelque temps, elle n'arrêtait pas. Tous les soirs, sans exception. Donc, on discute, on creuse, on échange. Et je lui demande, à partir de quand c'est arrivé tout ça? Et puis là, c'est pas trop, jusqu'au moment où elle me dit, peut-être que c'est depuis le décès de mon mari, en fait. Parce qu'en réalité, ce qui s'était passé, depuis le décès de son mari, ses journées étaient bien remplies. Elle n'avait pas le temps de s'ennuyer, elle n'était même pas chez elle. Mais quand elle revenait à la maison le soir, tout était calme. Et puis effectivement, le soir devant la télé, elle avait l'habitude de regarder la télé avec son mari et de discuter avec lui, sauf que là, elle se retrouvait seule.
Donc la nourriture, c'était venu comme une manière de compenser ce manque, de compenser ce vide, de faire face à la solitude. Et en réalité, le problème là, c'est pas le fait de grignoter, parce qu'on pourrait trouver mille et une façons de faire autre chose, c'est l'origine de pourquoi finalement elle s'était mise à avoir ce comportement-là. Alors, on a décidé de faire un petit exercice ensemble. Je vous le partage, peut-être que ça va vous parler, ou en tout cas adapter en fonction de votre situation. Je lui ai proposé d'écrire une lettre à son mari. Une lettre d'adieu, une lettre pour lui dire tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire. Et à partir du moment où elle a écrit cette lettre-là, et bien effectivement, le mois suivant, elle avait perdu 2 kilos sans rien changer. Elle avait juste réussi à déposer finalement sur le papier ses émotions, à dire au revoir parce que perdre un être cher avec qui on a passé la plupart de son temps, c'est pas évident, ça laisse effectivement un vide et une sensation d'inachevé aussi quand on n'a pas l'occasion de dire au revoir. C'est un processus de deuil. Donc la lettre, ça peut se faire avec des personnes qui sont encore en vie, mais avec qui vous n'êtes plus en contact, par exemple. Ça peut se faire avec un événement qui s'est passé. Ça peut se faire de mille et une façons. C'est vraiment une manière symbolique, en fait, de déposer sur le papier, d'extérioriser tous ces sentiments qu'on garde en nous, qui bouillonnent, et qui finalement nous font ruminer, et qui nous bouffent. Pour les extérioriser, pour leur laisser de la place, et puis pour se sentir soulagé aussi, laisser partir ce qu'il y a en trop, pour retrouver cet espace, cette légèreté, et retrouver de la sérénité au quotidien, en fait. N'oubliez pas que souvent on porte un poids qui est invisible. Et ce poids invisible, ça va se matérialiser dans la matière et notamment avec un poids au niveau corporel. C'est pour ça que les événements de vie sont hyper importants à aller questionner. Est-ce que ça a eu un impact dans ma vie? Est-ce que vous pensez là aujourd'hui que si vous avez pris du poids, c'est à cause peut-être d'un événement particulier ou d'une succession d'événements? Parce que ça peut être la clé justement pour vous en libérer de ces blocages-là. Ok? Donc ça, c'était le premier blocage que je voulais partager avec vous. Le deuxième blocage, inconscient, à la perte de poids, ce sont ces mécanismes d'auto-sabotage. On en a déjà parlé un petit peu lors du deuxième jour du challenge. Mais on va aller un petit peu plus loin. L'auto-sabotage, c'est vraiment des pensées inconscientes qui tournent en boucle et qui vous empêchent finalement d'être heureuse, de réussir dans n'importe quel domaine de vie, et puis aussi de maigrir. Parce qu'il y a souvent un sentiment de culpabilité qui se cache derrière. On se sent responsable de quelque chose, alors inconsciemment on va se punir en s'empêchant d'être heureuse, en s'empêchant de perdre du poids, en s'empêchant de trouver un partenaire, en s'empêchant de trouver le job dans lequel on va s'épanouir, etc., etc., etc. Donc la personne elle va se punir de manière inconsciente pour un événement qui s'est passé et en réalité la culpabilité elle est très intéressante à creuser parce que pour vous la faire courte, la culpabilité elle vient là comme pour... je cherche mes mots pour trouver les bons termes à vous expliquer. C'est une façon de se rassurer en fait. Quand on culpabilise, on a la maîtrise des choses. Si je culpabilise d'avoir fait quelque chose, déjà, c'est une façon de se faire pardonner en quelque sorte. Parce que du coup, on se sent mal par rapport à quelque chose que l'on a fait, ou que l'on n'a pas fait, par exemple, ou dit ou pas dit, bref, vous vous adaptez à la situation. Et du coup, se sentir coupable, c'est à la fois un moyen de se punir, puis à la fois un moyen, quelque part, d'expier nos péchés. Parce que si je me sens mal, du coup, au bout d'un moment, je vais pouvoir aussi peut-être passer à autre chose, arrêter de culpabiliser, on va peut-être pouvoir me pardonner. Vous voyez un petit peu l'idée? Sauf que la culpabilité, c'est vraiment garder l'illusion du contrôle. Parce que si on culpabilise, ça veut dire aussi qu'en réalité, on pense qu'on aurait pu faire autrement dans une situation.
Peut-être qu'on aurait pu faire autrement et dans ces cas-là, on peut tout à fait, demander pardon, chercher à réparer si c'est possible. Mais bien souvent, on culpabilise pour des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Prenons l'exemple, encore une fois, d'un abus sexuel, d'un viol. Culpabiliser d'avoir été victime de viol, c'est garder l'illusion du contrôle, garder en tête qu'on aurait pu éviter ça. Sauf que ça ne dépend pas de nous. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc en fait, si je culpabilise, au fond de moi, je pense que j'aurais pu l'éviter. Et ça renforce en plus ce sentiment de culpabilité. À partir du moment où on lâche cette culpabilité, on accepte aussi finalement de lâcher prise, de ne pas avoir le contrôle sur tout. Et oui, ça peut être effrayant, ça peut être angoissant. Mais tant que je culpabilise, j'ai la sensation que je peux maîtriser ce qui va m'arriver et tout faire pour que ça ne m'arrive plus. Le problème, c'est que c'est une illusion. C'est complètement faux. Donc du coup, vous êtes en train de vivre avec cette culpabilité et ce mécanisme d'auto-sabotage qui vous empêche d'être heureuse. Parce que vous pensez que être heureuse, ça va peut-être vous retomber dessus. On en a déjà pas un petit peu parlé de tout ça. Donc dans ces cas-là, cette émotion de culpabilité, elle est à travailler, justement. Ok ? Le troisième blocage psychologique inconscient à la perte de poids que je voulais aborder avec vous, c'est simplement le fait de se préserver des relations amoureuses. Le poids, ça peut être un moyen de repousser les hommes et ou les relations sexuelles. Ce comportement, il peut se mettre en place, encore une fois, à la suite d'un abus sexuel, par exemple, en imaginant que si on prend du poids, on sera moins désirable, on aura moins de chances de se faire agresser, on aura moins de chances, du coup, d'attirer les regards sur soi, et du coup, à nouveau, de revivre ce qu'on a vécu. Mais ça peut aussi être, par exemple, la peur de tromper son conjoint. Il y a des femmes qui vont inconsciemment prendre du poids parce qu'elles vont se dire en prenant du poids, je serai moins désirable. Et du coup, je serai moins tentée d'aller voir ailleurs. C'est une façon de préserver leur couple parce qu'elles n'ont peut-être pas confiance en leur propre fidélité. La prise de poids, du coup, c'est vraiment comme une carapace de protection à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est qu'une illusion parce que une femme en surpoids, elle a autant de chances de se faire agresser et ou d'être infidèle qu'une femme mince, à un poids de forme dans l'IMC là, classique, ce que vous voulez. Donc en fait, ce sont des croyances, tout ça. Et c'est justement là-dessus qu'on peut travailler sur ces croyances à la fois conscientes, inconscientes, et c'est de retrouver aussi une certaine sécurité interne. C'est que l'idée, c'est de retrouver confiance en soi et de se dire que, effectivement, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. Ça, c'est un fait. Donc c'est la notion de lâcher prise aussi à travailler. Et quand il y a un trauma derrière, ce qui est important, c'est d'aller travailler avec des outils spécifiques. J'entends par là le MDR, l'hypnose, le rythmo. Je suis personnellement formée à l'hypnose et au rythmo. Le rythmo, ça veut dire retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires. Vous en avez peut-être entendu parler parce que le rythmo, c'est un mélange de MDR et d'hypnose. Et le MDR est reconnu par l'EMS dans la gestion, dans le traitement des traumatismes. Et c'est extrêmement efficace, extrêmement puissant. Et du coup, l'idée, c'est de nouveau d'apaiser notre système nerveux, de faire comprendre à notre cerveau que ce qui s'est passé là, c'est du passé. Parce qu'en réalité, quand on a vécu un traumatisme, on a un pied dans le présent et un pied dans le passé. Ça veut dire qu'on est toujours sur le qui-vive avec cette impression que ça va nous retomber dessus. Qu'on va revivre ce traumatisme dès qu'il y a un truc. Et on a l'impression de le revivre aussi, ce traumatisme, dès qu'il y a un élément déclencheur, quelque chose qui nous rappelle la situation qu'on a vécue. Donc c'est important pour votre santé mentale de travailler tout ça parce que vous avez le droit d'être heureuse. Ok ? Et le quatrième blocage, inconscient à la perte de poids que je voulais partager avec vous ce soir, c'est le besoin de s'imposer.
Quand on ne se sent pas à sa place, quand on ne se sent pas entendu, pas vu, pas reconnu, eh ben, notre corps, il peut prendre un petit peu le relais et mettre en place une stratégie qui va qui va parler de manière non verbale, qui va montrer au monde qu'on existe. C'est le fameux «et je suis là». Je me fais toute petite, on m'entend pas beaucoup, je parle pas beaucoup, par contre j'en impose. Mon corps, il est là pour dire j'existe, je suis là. Tu me vois pas, tu me considères pas, mais je suis bel et bien là parce que je prends de la place. Ça, c'est une première possibilité, ce besoin de s'imposer. La deuxième possibilité, c'est l'impression d'être le pilier de la famille. Vous savez, ce sont des personnes finalement sur qui on va toujours compter. Ce sont ces personnes extrêmement bienveillantes, extrêmement généreuses, toujours là pour vous écouter, qui sont toujours là pour vous, qui vous aident sans même que vous ayez besoin de le demander. Et du coup, ces personnes-là, pour être le pilier de la famille, pour supporter tout ça, elles ont besoin effectivement d'avoir un pilier assez solide. Et le pilier assez solide, c'est le corps. On a besoin, encore une fois, d'avoir suffisamment de poids, d'avoir les épaules pour porter toute la famille à bout de bras. Quand on a l'impression de porter tout le monde à bout de bras, effectivement, ce poids il devient extrêmement lourd à porter, parce que tout le monde se repose sur nous. Ce qui va être important à ce moment-là, c'est de vous remettre au centre de votre vie. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et je vais prendre la métaphore de l'avion, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce challenge-là. Quand vous prenez l'avion, vous savez, il y a les consignes de sécurité avant qu'on décolle, et on nous dit bien que si jamais il y a une dépressurisation, il y aura des masques à oxygène qui vont sortir, et il faut d'abord mettre le sien avant de mettre le masque à la personne à côté, même si c'est votre enfant. Pourquoi ? Parce que si vous voulez mettre ce masque à votre enfant avant de le mettre à vous, entre-temps vous risquez de tomber dans les pommes et puis de ne pas avoir réussi à mettre ce masque à votre enfant. Donc en fait vous allez mourir tous les deux. Génial. Et si vous ne prenez pas soin de vous, il n'y a personne qui peut le faire à votre place en fait. Donc c'est hyper important que vous puissiez être bien pour ensuite être disponible à la fois psychiquement et physiquement pour aider les autres si vous en avez envie. Mais la deuxième chose à ça, c'est que on n'a pas envie de tomber dans le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, qu'est-ce que c'est ? Je vous en avais déjà un peu parlé. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, c'est le fameux triangle de Karpman. C'est un triangle comme ça, qui est d'ailleurs plutôt dans l'autre sens, où on a 3 rôles. On a le rôle de victime, le rôle du sauveur et le rôle du persécuteur. Et dans une relation qui n'est pas équilibrée, on va dire, eh bien ces 3 rôles, ils vont bouger, ils vont jouer. On va jouer justement à un jeu psychologique. Et pour jouer, on est obligé d'être 2. Ce qui va se passer, c'est que si vous endossez le rôle du sauveur, forcément, vous mettez l'autre en face, en position de victime. Ça veut dire que vous n'êtes plus du tout en position d'égal à égal, mais vous vous positionnez au-dessus. Donc au début, ça peut être bien vu. On a l'impression que du coup, nous, là, en position de sauveur, on va aller aider cette personne qui a besoin d'aide. Elle n'a pas besoin de nous demander de l'aide, on sait qu'elle elle a besoin d'aide, elle a besoin de nous, donc on sait de quoi elle a besoin, on va lui apporter. Donc peut-être que la personne, là, celle en position de victime, elle va être super contente, super tu m'as aidé, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ça peut se retourner contre vous. Ça veut dire que celle qui était en position de victime, là, elle va se retrouver en position de persécuteur en vous disant, et du coup là c'est elle qui augmente de niveau, et vous vous retrouvez en position de victime du coup, cette personne-là, elle va vous dire, mais en fait, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de toi, je peux m'en sortir tout seul. Parce qu'il y a aussi ce côté où on va infantiliser l'autre, à force de vouloir l'aider, sans même lui laisser l'espace de nous demander de l'aide. Inconsciemment, on vient lui dire, t'es pas capable, laisse-moi faire, je fais pour toi. On n'a pas envie de ça. Parce que, en plus, dans ce rôle de sauveur, on peut retrouver des profils, vous savez, des personnes qui sont dans la relation d'aide. Les psychologues, les infirmières, les thérapeutes, etc., etc. On a envie d'aider les autres, mais parfois on a envie d'aider les autres alors qu'ils nous ont pas demandé de l'aide.
Et du coup là c'est intrusif. Là on vient imposer quelque chose et c'est pas bon du tout. Pour aider l'autre, il faut attendre qu'il nous demande de l'aide ou simplement lui demander: est-ce que tu as besoin d'aide? Ou qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et de respecter aussi si on nous dit bah non j'ai pas besoin d'aide ou il y a besoin de rien faire en fait à part juste être là et disponible, discuter. Tout ça pour vous dire que ce besoin-là de s'imposer, eh ben, il peut aussi venir se matérialiser sous forme de poids en trop. Parce qu'on prend sur nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est beaucoup trop lourd à porter. Donc ça va se retranscrire au niveau du corps. Alors autorisez-vous à prendre du temps pour vous, peu importe d'ailleurs ce que les autres en pensent. Votre bien-être, il prime avant tout le reste. Et si en plus ça peut vous enlever ce poids à la fois sur les épaules et sur le corps, c'est tout bénef. Pour faire un petit récap, des cas de blocage inconscient, les cas de blocage psychologique inconscient à la perte de poids dont je vous ai parlé ce soir, c'est les chocs émotionnels, l'autosabotage, le fait de se préserver des relations amoureuses ou des relations sexuelles, et le besoin de s'imposer. On est bien d'accord, c'est pas exhaustif. Il y en aurait encore tout un tas d'autres. C'est les 4 grands blocages qui reviennent souvent. Et j'avais envie de vous en parler parce que ça peut vous amener à des prises de conscience et vous questionner. Mon but, c'est toujours de vous amener à réfléchir, de vous amener à vous poser des questions que vous ne vous seriez jamais posées, pour voir si ça fait écho en vous, si ça résonne ou non. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite vraiment, si vous avez repéré qu'il y a des événements marquants comme ça dans votre vie qui sont à l'origine peut-être d'une prise de poids, je vous invite vraiment à travailler dessus, mais à vous faire accompagner par un professionnel. Parce que quand on travaille tout seul dessus, déjà c'est hyper compliqué parce qu'on parle quand même d'inconscient. Donc le propre de l'inconscient, c'est de le cacher à la conscience. Donc c'est pas évident de trouver ce qui est inconscient. Déjà, de une. Ensuite, de deux, on a du mal à voir ce qui se passe pour soi. Parfois, on peut être très lucide pour les autres, mais alors quand il s'agit de soi, on passe complètement à côté. Le thérapeute, la personne qui va vous accompagner, elle est vraiment là comme un rétroviseur. Elle est là pour vous aider à voir les angles morts. Elle n'est pas là pour vous dire tiens c'est ça, mais elle est là pour vous aider à vous questionner, à vous dire ah attention, là il y a peut-être quelque chose. Mais c'est à vous de regarder dans le rétro. C'est un travail de collaboration, c'est un travail à deux. Il n'y a pas un sachant et un apprenant. C'est vraiment une collaboration ensemble. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez rejoindre l'accompagnement psy-coaching. Actuellement, il y a 3 places à prendre. C'est 3 mois d'accompagnement en individuel avec moi. Du coup, on se retrouve sur Zoom, en visio, toutes les semaines. Ça fait 1 séance par semaine. C'est assez intensif parce que du coup, l'idée, c'est qu'on reste pas toute notre vie en thérapie, et qu'on y aille. Il est temps que finalement on fasse les choses, on mette en place les bonnes actions pour enfin réussir à avoir des résultats. Psy-coaching, pourquoi? Parce que il y a 2 parties. Il y a une première partie où ensemble on va aller justement explorer votre histoire personnelle, et puis là j'enfile ma casquette de psychologue. C'est mon rôle d'aller voir le passé, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Et d'aller travailler dessus avec ces outils finalement, l'hypnose, le rythmo, etc. Une fois qu'on a remis les choses à plat, c'est un petit peu comme l'histoire, vous savez, du potager, là, on déblaye un peu la terre, on la rend fertile. Une fois que la terre, elle est bien, on va pouvoir planter des graines, et puis là, on passe dans la partie coaching. Travail de mindset, sur les croyances, parce que pour réussir à être cette personne que vous souhaitez devenir, il y a un travail finalement à faire au niveau de vos pensées, de vos croyances. Vous ne pouvez pas réussir à changer si vous vous racontez toujours la même histoire, si vous croyez toujours les mêmes choses à propos de vous, des autres et du monde. Et là, c'est le travail de reprogrammation du subconscient, des pensées, qu'on fait avec le travail de mindset. L'idée, c'est de passer, et je dis ça avec toute la bienveillance possible, de la position de victime à la position de leader. Quand je parle de position de victime, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est simplement se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de rester dans cette histoire-là qui ne nous convient pas. On peut tout à fait décider
de reprendre finalement le scénario en main. Ça veut dire que, bah oui, le passé, il est comme il est. On ne peut pas le changer. Par contre, le futur, il a à écrire. On n'est pas obligé de rester là dans ce passé qui continue. Non, on peut décider à un moment donné de mettre un point final, hop, on tourne la page et on change de chapitre. On écrit même un nouveau bouquin, une nouvelle histoire. Parce que c'est ça l'idée. Effectivement, le passé, il est tel qu'il est, mais on peut apporter une perception nouvelle sur les choses. Alors, on change pas de chapitre, on change carrément de bouquin. Ok? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment réussir à atteindre tous vos objectifs, que ce soit un objectif de perte de poids, que ce soit un objectif de nouvelles relations, de changer de job, que sais-je. Moi, j'ai vraiment envie de vous inviter à reprendre votre pouvoir sur votre vie. Et ça passe vraiment par ce travail de mindset, changement de perception. Rappelez-vous du live, vos pensées vous mènent tout droit à l'autosabotage. Donc on travaille sur nos pensées, ok? Et je sais qu'aujourd'hui vous avez l'image de cette femme confiante, bien dans son corps, là en tête. Alors ensemble on va aller la chercher cette femme, parce que cette femme elle n'est pas dans le futur, elle est déjà là en vous. C'est juste qu'en fait elle est un peu cachée. C'est comme si elle était dans un grenier, il y avait plein de cartons, là, plein de poussière partout, et puis vous pouvez pas la voir parce qu'elle est derrière tout ce tas encombré. Alors on fait le ménage. On fait le ménage ensemble et on choisit ce qu'on garde et ce qu'on jette. Je veux que vous choisissiez de nourrir vos rêves et non plus vos peurs. J'ai entendu cette phrase aujourd'hui en écoutant un podcast pendant ma balade. J'ai adoré. Alors je vous la repartage. Allez nourrir vos rêves et non vos peurs. Et j'ai vraiment envie qu'on fasse ça ensemble dans cet espace bienveillant, accueillant, dans cette safe place. C'est pour ça que j'emploie des mots qui peuvent peut-être un petit peu vous heurter. Ce côté victime, ce côté reprendre le pouvoir sur sa vie, etc. Parce que je suis pas là pour vous materner, pour vous prendre par la main et vous dire allez, ça va aller. Bien sûr que je le fais. Mais moi, avant tout, mon rôle, c'est de vous faire prendre conscience que là, vous êtes en train de vous raconter une histoire complètement pourrie. Et qu'on n'en veut pas de cette histoire. Alors oui, ça va être challengeant. Oui, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais je sais que ce sera pour les bonnes personnes. En tout cas, je sais que si vous me regardez aujourd'hui, c'est que ça résonne en vous. Et si ça vous titille un peu, si ça vous pique un petit peu, c'est ok, c'est normal. Je suis là aussi pour vous faire sortir un petit peu de cette zone de confort et vous amener à voir autre chose, à voir grand. Mon but, vraiment, dans la vie, c'est ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Et la liberté, elle se retrouve absolument dans tout. La liberté dans mon travail, je suis à mon compte, c'est pas pour rien. Mais la liberté, elle se retrouve aussi dans cette valeur que j'ai envie de vous transmettre, c'est que je veux aujourd'hui que vous puissiez vous libérer de ce poids du passé. Je veux que vous puissiez vous libérer de ces croyances limitantes là que vos parents, votre éducation, la société vous a inculquées. Je veux que vous puissiez vous libérer de ces pensées toutes pourries qui tournent en boucle et que vous alimentez. Vous changez de disque. Mais est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous êtes prête à ça? Si oui, eh bien je vous accueille avec grand plaisir. Pour rappel, il y a 3 places. Les rendez-vous se prennent une fois par semaine, les mercredis après-midi ou les jeudis après-midi. Et on y va pendant 3 mois. Je ne vous lâche pas. Ok? Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, je vous mets le lien dans ma bio directement sous accompagnement individuel. J'ai vraiment envie de lancer cet accompagnement-là pour les femmes qui ont envie d'aller plus loin. Pour celles qui sont prêtes à faire ce travail-là. Alors je vous attends et si vous avez des questions, venez me parler en privé, je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.